Allons-y. Alors, bienvenue à tous dans ce webinaire. Aujourd'hui, sujet très intéressant sur les enjeux 2023 de l'assurance affinitaire des produits tech. On est ravis d'accueillir aujourd'hui des invités avec qui nous travaillons aujourd'hui. Donc, nous avons Xavier Laloué, responsable des prestataires chez AXA, Hélène Bonjour. responsable des équipes commerciales affinitaires, et Tanguy Penel, CEO et cofondateur chez Deeply. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour bonjour Martin. à tous. Merci beaucoup de participer aujourd'hui avec nous à ce webinaire et de discuter avec nous sur ce sujet. On va rentrer tout de suite dans le vif. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Donc on va parler des spécificités aujourd'hui de l'assurance affinitaire appliquée aux produits tech. On va donner quelques tips, quelques étapes à suivre pour construire un bon programme affinitaire, définir les pièges à éviter sur ce marché et aussi parler des enjeux du secteur pour 2023, des nouvelles réglementations, de la vision aussi sur ce segment. Donc, ça va se faire en 6 parties aujourd'hui, donc qu'on va aborder au fur et à mesure. Et on va commencer par un petit tour de table de chacun. Et je vous propose donc, excusez-moi, rappel, vous pouvez dans l'onglet discuter, poser des questions, bien sûr. Il y aura un temps de questions-réponses sur la fin. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poster dans le chat vos interrogations. Et donc, je vous propose de démarrer par un petit tour de table. Donc, je vous laisse chacun nous faire une brève présentation euh, pour mettre un peu de contexte. Xavier. Xavier, vous pouvez commencer. Merci. Donc, je m'appelle Xavier Laloué, je suis responsable des prestataires chez AXA France. J'ai en charge la sélection et le suivi des prestataires qui interviennent sur nos programmes d'assurance, donc les réparateurs, les fournisseurs de produits reconditionnés, également les gestionnaires. Et avant de rejoindre AXA, il y a un peu plus de 5 ans, j'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans dans ce domaine de la prestation de réparation pour un des leaders européens de la réparation de téléphones portables et de matériel électronique. Très clair. Merci Xavier. Je prends la suite. Je suis Hélène Duru, je suis responsable de l'équipe commerciale Solutions Affinitaires, donc chez WTW France, ex-Grâce à Voix. Donc, je suis à la tête de cette équipe depuis maintenant à peu près 3 ans et demi. J'avais déjà travaillé au sein de l'Affinitaire donc de 2010 à 2014, avant de faire un petit peu autre chose dans l'assurance. Et donc, un petit rappel sur le métier du courtier WTW. Notre métier repose sur 3 socles. En fait, le premier, c'est le conseil. Donc, nous intervenons auprès des distributeurs d'assurance dans la conception du produit. Nous pouvons aussi travailler sur des aspects de tarification puisque nous avons des grosses bases de données actuarielles qui nous permettent d'accompagner le distributeur et l'assureur également dans la tarification des produits d'assurance. Ensuite, nous avons le placement lorsque effectivement l'assureur n'est pas à l'origine du produit d'assurance. Et puis, la troisième partie, et non la moindre, qui est la gestion des sinistres. Donc, nous travaillons avec un centre de gestion dédié à l'affinitaire qui est situé à côté d'Orléans, à Ormes précisément. Et nous gérons donc tous les sinistres pour le compte de tiers, notamment celui d'AXA, avec lequel nous travaillons beaucoup en affinitaire. Très bien. Merci beaucoup Hélène pour ces précisions. Tanguy. Bonjour à tous, merci déjà d'organiser ce webinaire. Merci, merci Hélène, merci Xavier, mais merci également à Martin et Lucille d'avoir organisé. Alors moi je suis Tanguy Penel, ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis dans l'univers du reconditionné, du high-tech reconditionné, et je suis cofondateur de Deeply qu'on a monté maintenant il y a plus de 6 ans, qui est un distributeur de produits électroniques high-tech reconditionnés. Et quel rapport entre la distribution de reconditionnés et l'assurance affinitaire des produits tech? Ben, en fait, on va en parler, mais il y a justement un des points pour diminuer les coûts de sinistre. Une des options, c'est lorsque un produit est irréparable, lorsqu'il a été volé, plutôt que de le remplacer par un neuf, c'est de le remplacer par du reconditionné. Donc, on est devenu l'un des acteurs majeurs parmi les acteurs qui aident les assurances ou les gestionnaires à réduire les coûts de sinistre.
Merci beaucoup, Tanguy, et merci à tous les trois pour cette présentation. Je vois qu'on a encore de nouveaux arrivants qui nous rejoignent, donc pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si vous avez des interrogations, on se fera un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Donc, je vous propose tous les trois de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, aujourd'hui, voilà, il y a un état des lieux à faire du marché de l'affinitaire, de nouveaux enjeux et de nouvelles réglementations, notamment sur cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je vais bien commencer. Donc, aujourd'hui, le marché de l'assurance, notamment sur la téléphonie mobile, est un marché avec un fort enjeu aussi bien pour les distributeurs que pour les assureurs et les gestionnaires. Comme vous le savez, l'assureur porte le risque. C'est lui qui a la charge de payer les sinistres lorsque le client a un dégât sur son téléphone ou un vol ou une perte. Et cette assurance téléphonie mobile a parfois été malmenée par des mauvaises pratiques. Et aujourd'hui, il y a une forte révision de la part du régulateur pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ces solutions, dans ces offres. Et également de la part des partenaires, il y a des fortes demandes pour que la qualité du service qui soit proposé aux clients soit à la hauteur des attentes de leurs abonnés ou de leurs acheteurs. Très bien. Oui, alors pour entrer un petit peu plus en détail sur les évolutions de la réglementation, effectivement, ce qui se profile pour 2023, c'est que auparavant, on avait la possibilité de faire souscrire le produit d'assurance complètement en lien avec le produit principal. Hein. Par exemple, on va sortir un petit peu de la téléphonie, mais on va prendre l'exemple de la prolongation de garantie constructeur qui est la plus représentative sur ce sujet-là. Vous alliez en magasin, vous achetiez votre lave-linge, eh bien, vous avez juste une option à cocher pour dire que vous acceptiez de prendre l'extension de garantie constructeur. Aujourd'hui, vous allez être obligé effectivement de signer un contrat complètement séparé pour vraiment appuyer le fait que vous êtes en accord avec le produit proposé. Le délai de rétractation, effectivement, est allongé à 30 jours. Il était précédemment de 14 jours. Et ce délai de rétractation va venir en plus à partir du moment où l'assurance est payante, c'est-à-dire à partir du premier paiement de la prime. C'est-à-dire que si vous avez un mois de gratuité auparavant, eh bien ce mois ne va pas compter dans ces 30 jours. Donc, ça peut être effectivement un délai de rétractation assez long. Bon, l'obligation de la vente en 2 temps, elle existe depuis un petit moment, effectivement, pour la souscription par téléphone, avec notamment sur les appels sortants un délai de 48 heures entre le moment où on envoie les documents pré-contractuels dont l'assuré doit prendre connaissance avant de s'engager. Et puis, réduction des délais pour tout ce qui est réclamation. Donc, aujourd'hui, effectivement, on prend en compte notamment la date d'envoi du courrier de réclamation et non plus la date de réception. Donc, pas mal de petites choses qui évoluent. Et notamment, je reparle de la garantie, l'extension de garantie constructeur. Il y a aussi l'obligation de notifier la date, enfin 2 mois avant la prise d'effet de l'assurance, l'assuré, que effectivement la garantie du constructeur arrive à sa fin et que c'est la garantie qu'il a souscrite qui va rentrer en jeu. Donc, pas mal de choses qui sont un petit peu contraignantes de la part du distributeur, mais qui, bien sûr, vont dans le sens de la protection du consommateur. Hein. C'est toujours dans cet esprit-là que le régulateur fait évoluer les choses. Tout à fait. On sent qu'il y aura une évolution qui va dans la protection du souscripteur aujourd'hui et on cherche de plus en plus à s'assurer que le souscripteur sait ce à quoi il s'engage lorsqu'il signe et qu'il comprenne également bien ce qui se passe. On en discutera aussi un peu plus tard avec le DIPA notamment, mais c'est des sujets très intéressants. Est-ce que Xavier ? Je tenais juste à préciser que même si des contraintes supplémentaires voient le jour, je pense qu'elles vont dans le bon sens pour le client. Mais malgré tout ça, ça reste un marché qui est très porteur. Les prix moyens des téléphones achetés par les clients sont en forte hausse. On parle de téléphones qui étaient aux alentours de 250 € en moyenne il y a encore 4-5 ans, à des produits qui sont plutôt aux alentours de 400 € en moyenne, tirés par la marque à la pomme, qui a des prix de vente assez élevés. Donc, les coûts des téléphones sont de plus en plus hauts, les durées d'utilisation sont de plus en plus longues, c'est-à-dire qu'un client ne se limite plus à faire 12 mois ou 24 mois avec son téléphone, on voit que la tendance est plutôt sur du 30 mois, 36 mois avec un téléphone en moyenne. Et donc, les utilisateurs veulent en prendre soin.
Donc, ils sont prêts aujourd'hui à souscrire à une assurance, à compléter la garantie en cas de panne pour pouvoir bénéficier plus longtemps de l'utilisation de leur outil. Parce que maintenant, c'est plus uniquement un téléphone pour passer des coups de fil, c'est réellement un outil qui contrôle, qui est utilisé dans tous les aspects de votre vie personnelle et professionnelle. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut aussi penser que ces réglementations, elles vont structurer de plus en plus l'offre assurantielle et vont permettre, enfin, donner plus confiance aux souscripteurs et donc plus fluidifier enfin, la souscription demain pour les futurs clients. Et donc, c'est sûrement une bonne chose pour le marché de le rendre aujourd'hui plus lisible et plus protecteur pour le souscripteur. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. On va parler un peu des bonnes pratiques sur le marché affinitaire et les pièges à éviter. Il y a pas mal de sujets à voir ensemble là-dessus. Donc, on parlait déjà du DIPA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce fameux DIPA? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire DIPA? Xavier, vous voulez… Alors, c'est une notice d'information sur le produit d'assurance. C'est un document qui regroupe sur une page ou 2 pages maximum l'ensemble des garanties dont le client va bénéficier, ce qui va être couvert, mais également les exclusions qui vont lui être opposées si jamais le sinistre qu'il déclare n'entrait pas dans le cadre des couvertures. Donc, c'est une manière pour le client de voir de manière très simple, très succincte, graphiquement, ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert et ce sur quoi il s'engage. Donc, c'est réellement un document qui doit être communiqué au client avant la souscription pour qu'il puisse de lui-même valider si ce contrat d'assurance lui convient et va correspondre à son besoin. Absolument. Oui, ben l'objectif de ce document-là, effectivement, c'est de simplifier. Aujourd'hui, auparavant, il y avait juste la notice d'information qui peut être un peu complexe et qui est souvent assez complète et assez longue à lire et que les assurés ne lisaient pas. Donc, ce document-là, il a pour but de synthétiser effectivement tout ce qui est couvert par le produit souscrit et donc de porter une meilleure connaissance sur le produit. Et donc aujourd'hui, ça s'applique sur quel type de produit exactement? C'est uniquement sur les produits tech ou sur aussi d'autres produits? Tous les produits affinitaires, en tout cas. Tous les produits, votre assurance habitation, votre assurance auto, si vous reprenez le process quand vous avez souscrit, en tout cas si vous avez souscrit récemment, vous verrez que vous avez eu dans les premiers documents qui sont communiqués le DIPA qui résume toutes ces garanties, ces exclusions, afin que vous puissiez avoir une lecture simple. Effectivement, les notices sont complètes, c'est une obligation aussi, mais souvent sont très longues. On parle de plusieurs pages, voire des dizaines de pages, et le client ne prenait pas le temps de lire, au moment de la souscription en tout cas, l'ensemble des points mentionnés dans la notice. Donc le DIPA est réellement un résumé très clair de ces couvertures et de ces exclusions. Et le DIPA est rédigé par l'assurance, hein, Par l'assureur. par l'assureur directement. Ok. Oui. Bah, parfait. En plus, on a répondu à la question de Cédric dans le chat, donc c'est parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vois que donc on reparle donc des délais de renonciation de 30 jours, mais il y avait aussi un point qu'on n'a pas abordé sur le précédent slide qui était sur le délai de réponse maximal suite à un sinistre. C'est de 2 mois, c'est ça? Alors, ce n'est pas sur un sinistre, c'est sur une réclamation. C'est une C'est-à-dire que réclamation. lorsque le client estime qu'il n'a pas qu'il a été lésé d'une manière ou d'une autre, ça peut être à la souscription lorsqu'il prend son contrat d'assurance, s'il y a pu avoir de la vente abusive, de la vente forcée, s'il y a pu avoir un défaut de conseil, ou lors d'un sinistre, s'il estime que son sinistre a été refusé à tort, ou si jamais la solution qui lui a été apportée ne le satisfait pas, il peut ouvrir une réclamation et l'assureur et le gestionnaire ont 2 mois maximum pour répondre à partir du moment où il l'a notifié, à partir du moment où il a envoyé son courrier. Ça inclut également, si le client saisit le régulateur, le temps de réponse du régulateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de la profession s'engage à un délai de réponse maximum de 2 mois pour toute réclamation. Très bien.
Merci beaucoup pour ces précisions. Ce que je voudrais préciser juste, c'est qu'effectivement, ça, ce sont les contraintes réglementaires. Généralement, en tant que gestionnaire, on a des délais qui sont nettement plus courts sur le traitement des réclamations et nous avons des engagements avec nos partenaires qui sont beaucoup plus stricts que ce que la réglementation impose. Voilà. D'accord, très bien. Je vous propose de passer au piège à éviter, qu'on continue sur cette… Alors, juste une chose sur les bonnes pratiques. Vas-y. On parlait du délai de renonciation. Aujourd'hui, c'est aussi ce qui a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client, il ne suffit pas de lui vendre une assurance. Il faut aussi l'accompagner dans ses démarches. Et il faut le faire de manière le plus simple possible. Donc, dans les 30 jours de renonciation, nous, aujourd'hui, sur nos programmes, on ne demande pas la raison. C'est un choix, c'est un droit. Donc, on lui demande juste de cliquer sur un bouton pour dire qu'il y renonce. Pour la résiliation, c'est également très simple. Ce n'est pas des documents qui sont cachés dans des FAQ ou autres. Souvent, il y a une page qui est dédiée à la renonciation et à la résiliation et qui est facile d'accès avec juste un bouton à cocher. Idem pour déclarer un sinistre, ça doit être très simple, visible tout de suite dès que le client se connecte, il doit pouvoir déclarer un sinistre immédiatement. Et idem pour faire une réclamation, si le client doit nous parler, doit nous dire des choses, il faut que ça reste très simple et très visible pour lui, ça doit rester un parcours vraiment, vraiment facile et intuitif. Oui. Très bien. Et justement, ce parcours client, donc, ça fait partie de l'expérience client aujourd'hui. Donc, le parcours aujourd'hui doit être simplifié, doit être accessible pour le souscripteur et compréhensible. Et donc, on parle dans les slides d'éviter les ruptures dans le parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est simplement qu'effectivement, pour favoriser, on va dire, le taux de souscription aux produits d'assurance, il est nécessaire d'avoir un parcours qui soit ce qu'on appelle sans couture, c'est-à-dire assez fluide, c'est-à-dire qu'il y ait la possibilité effectivement de souscrire de façon assez simple en quelques clics, même si effectivement la réglementation impose la transmission de documents précontractuels, etc. Donc, il faut bien travailler sur ce fameux parcours de façon à ce qu'il n'y ait pas un décrochage, qu'on aille sur un autre site pour souscrire l'assurance, puis revenir ensuite sur le site principal, etc. On parle surtout de parcours digitaux là, hein, mais c'est un petit peu plus simple quand on est sur un parcours physique. En tout cas, sur les parcours digitaux, il est vraiment important effectivement d'accompagner le distributeur dans la présentation du produit d'assurance et dans tout le parcours du client. Et d'ailleurs, AXA a une cellule, peut-être que Xavier pourra en parler un petit peu, qui est en mesure, et on a déjà travaillé ensemble sur certains sujets, d'accompagner effectivement les distributeurs sur l'amélioration du parcours client et de la présentation du produit d'assurance. Effectivement, nous avons des équipes qui travaillent en partenariat avec les distributeurs pour analyser les parcours, vérifier si le client quitte le processus de souscription à un moment ou à un autre, voir comment est-ce qu'on peut le simplifier, comment est-ce qu'on peut l'alléger, tout en respectant aussi les obligations pour le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur doit aussi s'assurer, avant de souscrire, enfin de valider la souscription, que le client a réellement besoin de ce produit d'assurance et qu'il n'est pas couvert par ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un des rôles du vendeur, c'est de s'assurer que le client n'a pas déjà une couverture avec un autre produit d'assurance, avec soit son assurance habitation, soit son assurance, je sais pas, sur un autre produit électroménager, par exemple. Exactement, vérifier qu'il n'a pas une double couverture et qu'il n'est pas en train de payer une seconde assurance dans le vide. Très clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose de passer à l'aspect évaluer le coût des sinistres. Aujourd'hui, sur les produits tech, il y a un gros enjeu entre faire le choix entre réparation, échange. Il y a aussi beaucoup de sujets RSE autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces sujets? Alors là, je vais juste pour vous donner un petit historique, et c'est vrai que c'est intéressant quand même sur ces choix. Alors évidemment qu'il y a une contrainte économique qui fait que la réparation est privilégiée, mais il y a aussi une demande souvent des clients qui préfèrent une réparation parce qu'ils préfèrent conserver leurs produits, parce qu'il y a des données dessus, c'est plus rapide dans certains endroits, ça peut même se faire sur place, donc en 1 heure ou dans la journée. Et même si c'est expédié dans un centre de réparation, ils préfèrent souvent quand même retrouver leurs produits. Et heureusement, c'est souvent plus économique, en tout cas sur les produits
je dirais, des dernières générations. Malheureusement, ce n'est plus forcément valable pour les produits. Il y a certaines marques, on ne va pas se le cacher, mais type Samsung, c'est vrai qu'ils peuvent coûter un peu plus cher sur des produits qui sont plus anciens. Et donc pour lesquels la réparation n'a plus de sens économique. Et dans ces cas-là, on va effectivement privilégier l'échange. Et pour l'échange, il y a effectivement une belle évolution historique sur ces échanges. Moi, quand je suis arrivé sur le secteur, il y a 12-13 ans, la plupart des échanges se faisaient avec des produits neufs. Le marché du reconditionné a commencé à arriver. Et là, les assurances ont bien sûr, et les gestionnaires ont bien sûr dit eh bien, ça serait intéressant de rechanger par du reconditionné parce qu'il y a la contrainte économique, mais aussi le comportement RSE qui est de plus en plus important et qu'on voit qui est de plus en plus pris en compte par les gestionnaires et les assurances. Et donc, au départ, les remplacements se faisaient par des produits grade A++, on a appelé ça même grade 0, enfin plein de noms différents. Et désormais, on voit des comportements où en fait, l'objectif, c'est de remplacer un produit équivalent à celui qui était existant. Donc, c'est vrai qu'un produit qui était assuré depuis 2-3 ans, remplacer avec un produit avec des légères rayures, c'est tout à fait acceptable. Et c'est maintenant dans les polices, selon les polices d'assurance et selon les assurances, mais c'est parfois dans les polices d'assurance, c'est accepté. Et donc là-dessus, il y a quelque chose qui se fait maintenant aussi. Donc, ça a bien évolué. Et juste pour finir, ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est qu'il y a maintenant les assurances aussi prennent en compte l'aspect local, c'est-à-dire qu'ils vont faire attention à bien prendre des produits reconditionnés qui proviennent du marché local ou proche et pas qui viennent du bout du monde, comme il y a pu avoir je dirais des comportements qui étaient moins faciles parce qu'il y a moins de marchandises aussi disponibles. Mais ça, c'est aussi notre rôle de faire en sorte qu'il y ait le plus de marchandises disponibles, de plus en plus de produits et localement. Mais qui existe toujours, hein, d'ailleurs, effectivement, les produits reconditionnés qui ne viennent pas de la zone européenne bénéficient, enfin, ne sont pas imposables à la TVA, donc il y a une sorte de concurrence déloyale qui se fait, et effectivement, il est important de préciser dans ces parcours-là ce qu'on achète, où, etc., pour avoir des comportements vertueux. Ça, c'est prédominant, effectivement. Au-delà de ça, donc sur les aspects de réparation, on a eu aussi des sujets pendant toute la période Covid notamment, et puis qui ont duré un petit peu après, d'indisponibilité des pièces de réparation. Donc le reconditionné permet aussi de détourner ça, effectivement, avec la possibilité de remplacer l'appareil à moindre coût. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, ça permet de réduire la charge sinistre, hein. Nous, sur des programmes, on a fait des comparaisons entre la réparation ou le remplacement par rapport à une indemnisation, et on arrive sur des économies de 70 à 80 euros par sinistre, donc ce n'est pas neutre. Mais au-delà de ça, effectivement, il est vraiment important de travailler sur des cercles vraiment vertueux qui favorisent une économie saine et profitable en France comme en Europe. Ouais. Alors, je confirme, chez AXA, c'est la même approche. On a une forte composante RSE qui est de plus en plus mise en avant pour nos investisseurs, pour nos clients, pour nos collaborateurs. Et très clairement, dans cette activité d'assurance téléphonie mobile et autres objets électroniques, on a depuis des années mis en avant la réparation, l'échange, comme tu disais initialement, avec des produits neufs, mais maintenant avec des produits reconditionnés, et en dernier lieu, l'indemnisation, non seulement parce que ça a un impact RSE important, mais également parce que ça a un impact coût économique très important également, et aussi un impact au niveau de la satisfaction client. Lorsque vous donnez à un client un remboursement, en fait, vous le laissez un peu dans la nature. Son produit n'est pas réparable, c'est un fait. Mais le fait de lui dire, voilà, je te donne de l'argent, tu te débrouilles, c'est pas non plus accompagner son client jusqu'à lui trouver une solution finale. Si vous êtes capable de lui proposer un produit d'échange, ou encore mieux une réparation, vous lui apportez réellement une solution, un service qu'il attend lorsqu'il souscrit à son assurance. Et dernier point, c'est sur le reconditionné. Effectivement, il y a une prise de conscience depuis quelques années que les téléphones recyclés, qui sont remis à neuf par des sociétés sérieuses avec des pièces d'origine. Alors nous, on a une forte position là-dessus. On s'interdit d'utiliser des pièces
contrefaites ou compatibles dans la réparation. On répare avec des pièces d'origine constructeur. Et on s'interdit également d'utiliser des pièces sur lesquelles peuvent figurer des logos, notamment si vous changez une face arrière d'un téléphone Apple. Si ce n'est pas une pièce qui vient du constructeur, si c'est une pièce qui a été refaite, on est dans la contrefaçon puisque le logo qui a été remis ou qui a été dessiné sur la face arrière ne respecte pas les droits de la propriété intellectuelle. Donc nous, de notre côté, nos prestataires sont contrôlés et nous vérifions que les pièces sont d'origine et il n'y a pas de contrefaçon sur les pièces que nous mettons sur les réparations. Donc, est-ce que ces contrefaçons, elles sont facilement repérables lorsqu'elles sont là? Parce que vous dites, vous contrôlez, comment on fait pour contrôler ça? Alors, il y a des astuces, vous savez, souvent ces pièces contrefaites, elles ne viennent pas d'Europe, elles viennent de Chine. Et pour passer les douanes, il y a certains indices qui sont enlevés ou qui sont supprimés pour permettre, en cas de contrôle, de ne pas se faire prendre. Donc, à contrario, nous, lorsque nous avons ces pièces devant nous, nous sommes capables de dire ces pièces sont d'origine ou ne sont pas d'origine. De plus, on demande à nos prestataires qu'ils aient des contrats en direct avec les fabricants pour pouvoir s'approvisionner auprès d'eux directement. Donc, ce qui nous permet de vérifier effectivement que les pièces, eux-mêmes ont signé des engagements d'exclusivité. Eux-mêmes vont acheter auprès de Samsung, auprès d'Apple, auprès de Oppo, les pièces nécessaires pour faire leur réparation. Donc, en prenant ces prestataires et en les auditant, on s'assure de la provenance et de la qualité des pièces qui sont utilisées. Très bien, très clair. Merci beaucoup, Xavier, pour ces précisions. Je vous propose qu'on passe à la suite, notamment sur le sujet des performances, comment faire en sorte qu'un programme affinitaire fonctionne, que le taux de souscription soit élevé. On va aborder ces sujets-là ensemble. Est-ce que vous avez des petits tips à nous donner sur comment bien faire un programme affinitaire qui fonctionne? Je pense que la première des choses, c'est effectivement de bien évaluer le besoin de l'assuré, hein, toute la phase de ce qu'on appelle le POG, qui consiste à vérifier l'adéquation du produit qu'on est en train de construire à la cible de clientèle qui sera visée par le produit, est très, très importante. Ensuite, il y a tous les éléments de tarification. C'est évident que le facteur coût, surtout dans la période d'inflation dans laquelle on vient de rentrer, est très important et va influer très significativement sur le taux d'attache. Et bien sûr, l'usage qui sera fait du produit d'assurance est prédominant. C'est-à-dire que si on arrive à convaincre effectivement l'assuré que le produit va être une vraie plus-value pour lui en cas de sinistre, ça va favoriser le taux d'attachement. Donc, ce sont des choses assez basiques, mais qui, malgré tout, sont parfois encore un petit peu ignorées des distributeurs dans la façon de vendre le produit ou dans la conception, effectivement. Enfin, on a été pendant très très longtemps dans une phase où effectivement les distributeurs d'assurance regardaient en priorité les revenus qui pourraient être générés par la vente de ces produits-là. Aujourd'hui, on entre dans une phase où on est beaucoup plus raisonnable dans les marges qui sont attribuées aux distributeurs, où celles-ci viennent à des niveaux beaucoup plus acceptables, puisque effectivement, on a pu voir des produits d'assurance qui généraient 70% de marge pour le distributeur, ce qui veut dire que réellement, la valeur de l'assurance, elle est seulement de 30%. Donc, on ne peut plus être dans des circonstances comme ça. Bon, déjà, encore une fois, les régulateurs sont de plus en plus sensibles à ces aspects-là. Donc, les assureurs, et Xavier, je pense que viendra dans ce sens-là, nous dira que de moins en moins, ils acceptent des grosses marges de distributeurs. Mais surtout, la valeur du produit, elle doit être réelle. Donc, effectivement, le montant de la prime, il doit servir avant tout à payer des sinistres. Hein. C'est encore une fois très, très basique, mais ça a été ignoré pendant de longues années. C'est un des éléments que nous mesurons chez nous lorsque nous signons un contrat d'assurance avec un distributeur, c'est le retour de valeur au client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, comme disait Hélène, des distributeurs qui nous demanderaient 70% de commission ne pourront plus accepter, ne n'accepteront pas ce type de distribution de produits. Ce sont des règles qui sont définies par le régulateur, qui sont appliquées de manière stricte et même de manière un peu plus sévère chez nous, chez AXA. Donc effectivement, il faut qu'il ait la valeur restituée au client lorsqu'il souscrit un programme d'assurance.
Et j'ajouterais aussi un point aussi qui est l'expérience client. Bon, les clients qui ont des sinistres, si leur sinistre est bien géré dans les temps, donc par exemple un téléphone, s'ils déclarent le sinistre le lundi, qu'ils ont une livraison le mardi matin chez eux du même produit reconditionné, ou ça peut être aussi le cas dans une réparation très, très rapide, eh bien, ils deviennent prescripteurs ensuite de l'assurance parce qu'ils vont dire à tout le monde, bah, voilà, j'ai eu un sinistre, ok, je paye X euros par mois, mais derrière, bah, lorsque j'ai un sinistre, c'est résolu vite et bien. Et c'est là que voilà, tous les acteurs de la chaîne de valeur ont intérêt à avancer. Et c'est là-dessus qu'on a évalué, nous, bien sûr, en tant que prestataire, à avancer et à offrir un service maximum pour pouvoir faire en sorte que les clients et les assurés soient satisfaits et qu'ils fassent eux-mêmes la pub finalement du service. Alors, Je suis d'accord avec toi. Et en fait, aujourd'hui, nous, quand on construit des nouveaux programmes d'assurance, on essaie de simplifier et de donner de la valeur aux clients. Il y a quelques années, les programmes d'assurance, c'était de l'assurance sur de la casse accidentelle. Donc, il fallait qu'il y ait une cause extérieure pour que le sinistre soit accepté. Aujourd'hui, on est sur de la casse toute cause, donc même y compris la maladresse. Vous avez fait tomber votre téléphone tout seul. Bah, aujourd'hui, la plupart de nos programmes d'assurance couvrent ce type de casse. Idem pour le vol. Avant, il fallait qu'il y ait des vols avec violence. Aujourd'hui, on a aussi du vol sans violence, du vol à la tire, et d'autres types de vols. Mais voilà, on étend finalement la couverture pour que ce soit plus simple pour le client de s'y retrouver et avoir moins d'opposition, de refus lorsqu'il déclare un sinistre. Et en parallèle, lorsque le client a un sinistre, on essaie de lui rendre le parcours le plus simple possible et le plus adapté à ses besoins. On va laisser le choix au client entre de la réparation de proximité, où en 1 heure ou 2 heures maximum, il a son téléphone qui est réparé, de la réparation centralisée, s'il est distant de ses réparateurs de proximité, de l'échange, si jamais il a besoin il estime que c'est plus simple pour lui de rester chez lui, de le mettre dans sa boîte aux lettres, et puis le lendemain, il a un téléphone qui est livré. Donc on laisse le choix au client pour que réellement le service lui convienne et convienne à ses attentes. Oui, et pour ajouter, on lui laisse le choix et puis aussi on permet, parfois on oriente aussi un petit peu certains choix, c'est-à-dire que par exemple de la réparation de proximité peut être très intéressante sur certaines gammes de téléphones. Changer l'écran, par exemple la casse écran d'un téléphone, ça peut être très vite fait dans un réseau de proximité et assez peu coûteux. En revanche, quand on est sur du matériel très haut de gamme, ça peut coûter très cher. Donc, c'est la connaissance, effectivement. On est vraiment sur un marché mature aujourd'hui où on a beaucoup de recul, effectivement, sur ces garanties-là et ça permet vraiment de bien calibrer, effectivement, quelle garantie, pour quelle cible, pour quel type d'appareil. Dans quel cas, on va proposer du remplacement plutôt que de la réparation ou inversement, etc. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment capable d'apporter, effectivement, comme le disait Xavier, un excellent service à l'assuré et générer effectivement de la satisfaction, mais aussi de la vraie maîtrise sur les coûts engendrés, ce qui nous permet de vendre l'assurance à un prix qui est beaucoup plus optimisé. Et donc, tout le monde s'y retrouve, en fait. La charge de sinistralité au démarrage des garanties téléphone portable, elle était très importante et elle a donné lieu à beaucoup de révisions tarifaires. Aujourd'hui, on est sur des systèmes équilibrés, donc avec moins effectivement de marge distributeur, mais quand même suffisamment pour que ça permette effectivement aux distributeurs d'avoir envie de distribuer ces garanties-là, de la valeur pour le client et puis des coûts de gestion optimisés et une charge sinistre qui est réduite grâce à tous ces systèmes. Donc, on arrive vraiment aujourd'hui, avec cette maturité-là et tout ce recul depuis le lancement des premières garanties sur les produits tech, on arrive vraiment à avoir des produits très, très optimisés et très équilibrés. Très bien, très clair. Merci beaucoup pour ces indications. Ça nous donne beaucoup de tips sur comment déjà augmenter le taux de rétention et donc de renouvellement de l'assurance pour le client, mais aussi comprendre comment diminuer le taux de refus. Il y a des informations déjà sur le fait de faire une offre qui fasse son effet au bouche à oreille, que chacun parle de la super assurance qui a souscrite à son assez proche, et aussi sur le côté
Sur le côté voilà, personnalisation du parcours client, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on s'adapte en fonction des différentes problématiques du marché, les prix des téléphones, les différents types de sinistres. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose maintenant qu'on aille sur notre dernière partie, sur la vision un peu 2023 du marché. Donc voilà, aujourd'hui, il y a la RSE qui prend énormément de place, que ce soit aussi bien en B2C qu'en B2B. Quelle importance ça a aujourd'hui sur le marché? Quelle part ça prend dans les discussions lorsqu'on établit des parcours affinitaires aujourd'hui? Et est-ce que c'est une composante qui va être présente en 2023? Alors, oui, enfin, les politiques RSE, enfin, nous, on n'a plus un appel d'offres dans lesquels on ne nous demande pas tout un chapitre, effectivement, sur la politique RSE de l'entreprise et les effets vertueux du programme qu'on propose. Donc, quelles composantes on peut rajouter pour être effectivement dans cette logique-là. Enfin, aujourd'hui, il serait inenvisageable de proposer un programme d'assurance sur des produits technologiques sans mettre un écosystème lié à la réparation, au remplacement, au reconditionné, etc. Voilà. Et même le broc, on fait aussi du broc, c'est-à-dire que tous les appareils qui sont complètement irréparables, eh bien, on les revend à des entreprises qui vont utiliser les composants, qui vont recycler les composants. Donc, aujourd'hui, effectivement, et en 2023, ça va s'accentuer. On est vraiment contraint enfin, contraint, et d'ailleurs on le fait avec plaisir, et de prendre ces éléments-là en compte dans toute conception de produits d'assurance affinitaire. Xavier, je pense que… Je suis totalement en phase et effectivement, la politique RSE de l'entreprise se décline dans nos programmes et dans la gestion de nos programmes d'assurance. Comme on disait, on privilégie la réparation et on le fait savoir au client. C'est-à-dire que lorsque le client a le choix entre de la réparation et de l'échange, on lui met aussi en avant l'impact environnemental des deux solutions. Lui faire comprendre qu'il a aussi son petit geste à faire, son mot à dire sur l'impact qu'il va créer lors de la gestion de son sinistre. Aujourd'hui, on mesure chaque mois les impacts de nos programmes par rapport à du remboursement ou par rapport à du remplacement à neuf. On est capable de mesurer les équivalents CO2 économisés chaque mois par les décisions que nous avons prises de privilégier la réparation et le remplacement par reconditionné par rapport à l'indemnisation par virement. Et puis, je rejoins ce que dit Hélène sur la partie recyclage. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne nous échappe pas. Il y a une valeur résiduelle sur les produits, mais ce n'est pas réellement le but de ce recyclage. C'est aussi s'assurer que les déchets qui sont générés par nos process de réparation puissent être traités de manière optimale, soit par de la réutilisation, du réemploi, soit par la destruction par des sociétés qui sont certifiées, qui sont ISO, qui sont labellisées et qui nous garantissent également la protection des données des clients. C'est-à-dire que sur certaines pièces des téléphones qui ne peuvent pas être réparées, il reste encore des données personnelles. Et dans la sélection de nos partenaires, on s'assure que ces données soient effacées, supprimées, détruites pour pas qu'elles ne puissent réatterrir quelque part en France ou ailleurs et réexploitées par des personnes malveillantes. Je confirme que c'est vrai que c'est vraiment des nécessités maintenant et qui sont entrées vraiment dans je dirais, la quasi-totalité des acteurs du marché. Mais c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'il y a encore 5 ans, on voyait des assurances qui faisaient que de l'indemnisation et qui faisaient pas du tout qui n'étaient pas du tout dans cette démarche. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment dans le bon sens. Le marché va dans le bon sens grâce à des bons acteurs. Donc, pour moi, c'est l'enjeu et la vision 2023. Elle va dans la bonne direction. Il faut continuer. Et voilà, donc je pense que c'est super. Et donc ça, aujourd'hui, on arrive à bien le mettre en pratique sur un marché de high-tech reconditionné, donc sur du petit high-tech, mais est-ce qu'on arrive aussi à l'appliquer sur des objets plus volumineux où le fait de réparer, recycler, c'est un peu plus compliqué? Non, non, chez nous, effectivement, on a des partenariats avec des réparateurs
dont des grands noms, que je ne citerai pas forcément aujourd'hui, mais qui opèrent effectivement soit du diagnostic à distance. D'ailleurs, c'est tout à fait possible aussi, il existe des logiciels qui permettent la détection à distance des pannes, hein, sur les téléphones aussi, mais c'est valable, on peut avoir du diagnostic à distance sur une panne de lave-linge, de téléviseur ou autre, et puis de la réparation chez l'assuré directement. Donc oui, c'est tout à fait valable sur autre chose que la téléphonie mobile. On nous demande de plus en plus, on est d'ailleurs en train d'évaluer effectivement la possibilité de proposer sur des produits de bricolage, donc on n'avait pas forcément dans notre écosystème jusqu'à présent, on avait vraiment l'essentiel brun, blanc, gris, mais effectivement on a des demandes sur les produits de bricolage, donc on est en train d'étoffer effectivement tout cet écosystème-là, parce que c'est de plus en plus demandé par nos partenaires. C'est vrai que sur les produits, on va dire le gros électroménager ou les télévisions, les produits un peu plus encombrants, aujourd'hui, il y a des offres de réparation sérieuses en France qui nous permettent de fournir un service à nos assurés vraiment qualitatif. On est sur des taux de réparabilité qui dépassent les 80%, donc réellement avec un impact sur ce qui est offert aux clients. Il y a encore un point où effectivement, où il y aura peut-être de l'amélioration à prévoir, c'est sur l'utilisation de reconditionnés sur ces produits-là, soit parce que c'est des produits qui coûtent cher à remettre en état, soit parce que ce sont des produits qui sont liés à de l'hygiène et on estime qu'un client n'acceptera pas de réutiliser un produit, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais un rasoir qui a déjà été utilisé. Je pense qu'un reconditionné en rasoir, même s'il a été nettoyé, même s'il a été désinfecté, je pense qu'il y a toujours une crainte sur l'utilisation précédente. Donc, il y a des moments, il y a des verrous psychologiques qu'il va falloir casser ou des process à remettre en place pour qu'il y ait aussi un marché de second choix sur ces équipements. Alors, ça peut être des refus à la réception. Enfin, il y a un petit peu de matériel disponible, mais pas suffisamment pour répondre aux besoins de ce marché sur le gros électroménager et l'audio-vidéo. Ouais. Et il manque effectivement la partie broc aussi dont je parlais tout à l'heure sur la téléphonie mobile n'existe pas à ce jour sur cet environnement-là. Mais je pense que ce sont des choses qui vont apparaître au fur et à mesure. Hein. Mais alors, elle existe, mais sans générer de valeur. C'est-à-dire qu'il y a quand même, en France, on a la chance d'avoir des éco-organismes comme Écologique, Écosystème, qui s'engagent à reprendre les produits qui n'ont pas pu être réparés. Donc, quand vous travaillez avec des réparateurs sérieux, il se charge de récupérer le produit non réparable et il va être remis à ces filières de recyclage qui nous permettent quand même de tracer le démantèlement et la récupération de valeur par des sociétés comme Envie qui peuvent faire aussi de la réparation avec des personnes en difficulté, en réinsertion professionnelle. Donc il y a quand même un petit peu d'activité qui se génère, mais je pense qu'on peut encore progresser sur ce point. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Si vous avez des points à ajouter sur ce sujet, dites-moi, sinon on va passer aux questions-réponses. On a plusieurs questions c'est pas mal de questions. Ouais, qui sont arrivées dans le chat, donc on va pouvoir s'y intéresser. Alors, eh bien, allons-y. Donc, on a déjà répondu à la question sur la réglementation d'IPA, donc sur les produits tech. J'ai reçu d'autres questions, notamment d'un réparateur qui demande comment puis-je lancer mon service assurance en tant que réparateur. Est-ce qu'il y a une... Alors, tout le monde ne peut pas distribuer de l'assurance comme ça. Il faut soit être enregistré à l'ORIAS, être courtier ou être mandataire intermédiaire d'assurance. Enfin, il y a un enregistrement qui est obligatoire. Il y a des dérogations qui sont possibles lorsque la vente de l'assurance est accessoire à la vente d'un autre produit. C'est pour ça que vous allez trouver chez les distributeurs des sociétés qui ne sont pas enregistrées à l'ORIAS, mais qui vont pouvoir vendre un produit d'assurance parce qu'ils vendent en parallèle d'abord un produit, une télévision, et ils vont associer un produit d'assurance. Si vous êtes réparateur, vous n'avez pas fait la vente d'un produit, donc il est difficile d'attacher un produit d'assurance sans avoir fait l'objet d'un référencement à l'ORIAS. Ouais. Et pour une petite précision, c'est également lié au montant des primes. Le montant de la prime ne doit pas dépasser les 600 € par an ou 200 € pour 3 mois. D'accord. Très bien, merci beaucoup. J'ai une autre question sur le B2B, sur l'application de ces réglementations dans le B2B. On parle beaucoup donc, du B2C aujourd'hui. Est-ce que toutes ces règles, le DIPA, les réglementations, c'est aussi valable sur le marché avec les pros?
Alors là, c'est un petit peu plus sujet à l'interprétation. Nous, enfin, moi, j'avais posé la question effectivement à notre directeur juridique. Concernant le marché des professionnels, on peut considérer effectivement que les professionnels ne sont pas plus au cours, enfin pas plus informés sur les produits d'assurance qu'un particulier. Et donc, a priori, effectivement, oui, les règles sont applicables également. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est la vision de notre direction juridique. Je ne sais pas si Xavier a un avis. Alors, nous, on a séparé la partie entreprise de la partie particulier, parce qu'il y a des règles spécifiques. Mais je suis d'accord avec toi, Hélène, que sur le principe, si ça ne s'appelle pas un DIPA, il doit y avoir des documents qui doivent être similaires, avec une DIPA, présentation effectivement. du produit, etc. Mais on parle entre professionnels, mais pas forcément entre professionnels de l'assurance. Donc, clairement, l'assureur se doit d'expliquer de manière claire et concise ce qu'il offre en couverture et en exclusion. Dans certains programmes, en B2B, on a des contraintes et des sollicitations voilà, de partenaires qui vont nous demander, par exemple, des résolutions express avec par exemple, un échange sous la demi-journée en Île-de-France. On a vu des contraintes en B2B qui peuvent être, enfin, d'un point de vue client, pour des assurances, je dirais, plus pour certaines gammes en B2B notamment, qui sont un peu différentes en termes de résolution de sinistres. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Je pense qu'on reste un petit peu sur le B2B, quoique ça peut s'appliquer aussi au B2C en ce qui concerne les offres de location. Est-ce que donc, les assurances affinitaires aujourd'hui, et donc encore une fois, c'est à peu près la même question qu'avant, mais est-ce que ça peut se coupler aussi avec une offre de location, tout ce qu'on a détaillé jusqu'ici? Absolument, hein. Oui, oui, Tout oui, à tout à fait. fait. Ça peut complètement s'appliquer aux offres de location, donc, et ça concerne autant les particuliers que les professionnels. Sur les professionnels, alors on peut voir les choses de différentes façons, soit sous la forme d'une pure assurance affinitaire, sous le même format que celle qui est vendue au moment de l'achat du produit. Donc, voilà. Ou effectivement, on peut partir sur des principes de compensation de la perte financière, et des mécanismes un peu plus classiques en assurance B2B. Voilà. Donc, à évaluer en fonction de la volumétrie, de la typologie de clientèle, etc. Donc, Et effectivement, ça peut être soit en optionnel pour le particulier, le professionnel qui souscrit à une location, mais ça peut aussi être en inclusion, c'est-à-dire défini par le distributeur qui, lors du financement, décide d'inclure l'assurance dans le package, dans le remboursement du client. Et donc, le client bénéficie à ce titre d'une assurance. Très bien, parfait, merci beaucoup. Il y a aussi, je pense, la donnée qui a été donnée sur les taux de rémunération, notamment des distributeurs de 70% qui ont interpellé. Donc, j'ai des questions sur lesquelles on aimerait savoir un peu s'il y a une rémunération moyenne du distributeur, des best practices pour 2023 appliquées, notamment avec ses partenaires. Et sur les taux de... Oui, il y a surtout des guidelines qui sont donnés par les assureurs maintenant. Enfin, là, je laisserai plutôt Xavier répondre là-dessus, mais nous, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les assureurs nous disent qu'aujourd'hui, ils peuvent rémunérer jusqu'à 50%, y compris parfois les commissions de gestion. Donc, ça varie très légèrement, mais ça tourne autour de ça. Je pense que Xavier, tu peux confirmer. C'est ça. Aujourd'hui, alors, tout dépend des programmes d'assurance, hein, parce que tous les programmes d'assurance n'ont pas 50% de commission. Il y a certains programmes qui peuvent arriver à des commissions proches de 50%, mais nous, on s'interdit de distribuer des produits avec plus de 50% de commission, y compris effectivement la commission du gestionnaire, c'est-à-dire celui qui va gérer les sinistres et éventuellement la souscription. Les commissions à 70%, en tout cas à ma connaissance, dans nos programmes, n'existent plus depuis longtemps. Elles existent dans d'autres pays encore en Europe. J'ai pu travailler dans d'autres pays où c'est encore d'actualité. Mais en France, clairement, le régulateur s'est positionné et chez AXA, il n'est pas possible d'avoir un contrat d'assurance avec plus de 50% de commission entre la gestion et la commission du distributeur. Peut-être que ce que je voudrais juste, pour compléter aussi, pour que tout le monde soit conscient, c'est que sur ce marché, l'assurance prend un risque.
Et nous, on a déjà vu des programmes où l'assurance, du fait d'un taux de sinistralité ou d'un coût de sinistre trop élevé, en fait, est perdante. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est aussi tout à fait logique et à juste titre que la répartition de la valeur soit bien faite et qu'elle soit faite de façon juste pour que les sinistres puissent être bien traités et de façon qualitative. Voilà, donc, tous les acteurs doivent avoir leur part, mais de façon équilibrée. Alors, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est des commissions extrêmement faibles, de l'ordre de quelques pourcents, 4-5%, sur des sociétés ou des partenaires qui veulent faire de la distribution d'assurances inclusive, c'est-à-dire pouvoir permettre à des populations qui n'auraient pas pu s'assurer en temps normal d'accéder à des assurances aussi couvrantes que les autres assurances, mais à des coûts beaucoup plus réduits. Donc, dans ces cas-là, le distributeur fait un effort et refuse ou ne prend quasiment aucune commission. Le gestionnaire fait aussi un effort sur ses tarifs ou en simplifiant ses démarches ou en limitant sa charge de travail pour pouvoir réduire son coût. Et l'assureur va aussi également fournir des offres mieux négociées ou des offres spécifiques avec certains réparateurs ou avec certaines solutions qui ont peut-être privilégier un type de réparation ou un type de remplacement pour pouvoir arriver à des prix extrêmement attractifs où là, chacun aura fait l'effort de se mettre à minima pour pouvoir offrir une offre, pour pouvoir offrir un produit à des personnes en difficulté. Merci beaucoup, Xavier, pour ces précisions. J'ai une autre question d'un réparateur. Donc, on a déjà vu que chacun ne pouvait pas se lancer sur l'assurance comme ça, mais je trouve que ça, il y a une question sur la proximité, notamment dont on parlait auparavant. On parlait de réparation de proximité. Comment on met ça en place aujourd'hui? Est-ce qu'on travaille avec des réseaux de réparateurs ou est-ce qu'on va plutôt travailler avec une usine en particulier qui va s'occuper de toutes les réparations? Parce qu'aujourd'hui, trouver des réparateurs qui travaillent de la même manière, ça doit être assez compliqué aujourd'hui. Alors, nous, ce qu'on a mis en place effectivement sur certains programmes concernant la téléphonie mobile, c'est un système mixte, c'est-à-dire qu'un réseau de réparation de proximité, donc, qui peut être choisi par l'assuré s'il en a un proche de chez lui. Donc, il y a possibilité en plus aujourd'hui de géolocaliser les différents stands de réparation, enfin les différents lieux sur lesquels la personne peut faire réparer son téléphone, ou un envoi effectivement avec une enveloppe prépayée, etc., sur un centre de réparation qui est extérieur au premier réseau, donc qui est différent. D'accord. Ça dépend aussi du type de réparation, ça peut dépendre de ça aussi. Et effectivement, l'idéal est de coupler les deux, c'est-à-dire des industriels qui ont les outils, qui ont les connaissances, qui ont les formations les plus pointues, qui ont accès à toutes les pièces détachées, et puis la proximité où toutes les réparations ne peuvent pas être faites, mais 80% des réparations sont réalisables. Et pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avoir la solution pour le client en fonction de ce qu'il nous déclare. C'est sûr qu'un produit oxydé, si le client nous annonce qu'il l'a fait tomber dans l'eau, etc., il y a de fortes chances qu'il faille des outils qu'on ne trouvera pas dans un point de proximité. Et dès le départ, on peut orienter cette réparation vers un industriel qui sera en mesure d'intervenir sur cette oxydation. D'accord. C'est important de travailler avec des réseaux, effectivement, parce que ça permet de savoir s'ils ont les certifications, les différentes marques. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, effectivement, sur l'importance d'avoir des marques du modèle d'origine. Donc, voilà, moi, mon conseil, ce serait vraiment de travailler effectivement avec des réseaux constitués parce que ça permet d'avoir une présence un petit peu partout sur le territoire français et puis surtout d'avoir l'habilitation à réutiliser des pièces de la marque d'origine. C'est un gage de qualité par rapport à des réseaux, enfin à des petites boutiques indépendantes sur lesquelles on maîtrise beaucoup moins la chaîne de qualité. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, Hélène. J'ai une question sur la réduction du coût du sinistre. Je pense qu'on a déjà un petit peu discuté de ça aujourd'hui, mais est-ce que vous auriez, aujourd'hui, sur ce qui est privilégier la réparation, le remplacement, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus intéressant à faire pour optimiser au maximum le traitement de ces sinistres?
Je pense que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hélène parlait du comparatif de 70 euros dans certains Oui, dossiers, c'est 80, ouais. 80 euros de baisse de coût en faisant la réparation. Et de toute façon, voilà, la tendance est vraiment de maximiser la réparation. Ensuite, si la réparation n'est pas possible, voilà, ce qu'il faut proposer et ce que propose maintenant la majeure partie des programmes, c'est vraiment l'échange. Et ensuite, pareil, là, pour avoir un échange pertinent, il faut s'accompagner des bons acteurs et vraiment d'éviter au maximum l'indemnisation qui est souvent le plus déceptif et le plus coûteux, comme l'avait précisé Xavier tout à l'heure. Absolument. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Tanguy pour ces précisions également. On est arrivé au bout des questions, donc on va aussi arriver au bout de ce webinaire dans quelques minutes. Est-ce que vous avez des précisions éventuellement vous souhaitez apporter avant que nous mettions fin à ce webinaire? Je voudrais juste ajouter que pour tout distributeur qui souhaite se lancer et proposer, quelle que soit la taille d'ailleurs du distributeur, hein, il y a des distributeurs qui sont des boutiques indépendantes, il y a des programmes qui fonctionnent très bien pour les boutiques indépendantes, je sais qu'on en a aujourd'hui. Eh bien, il y a quel que soit les volumes de vente de produits par mois, il n'y a pas de minimum pour proposer une assurance. On voit des petites boutiques qui sont très performantes dans la vente de l'assurance et la distribution de l'assurance. Et pour ça, il faut bien se faire accompagner par des partenaires. Hein, donc, on a évidemment aujourd'hui, voilà, mais faut se faire accompagner par des experts pour bien la proposer, que ce soit fait dans les règles, parce qu'on voit qu'il y a aussi des contraintes juridiques qui sont même de plus en plus contraignantes, mais qui vont dans le sens de la protection de l'assuré. Oui, tout à fait. Et effectivement, le devoir de conseil, il est très important et il y a très régulièrement des gens qui reçoivent effectivement des pénalités ou des amendes assez importantes de la part des organismes de régulation, et notamment la CPR ou l'ORIAS. Donc, il faut faire très, très attention et effectivement être accompagné par des bons professionnels qui ont de l'expertise sur ces métiers-là. C'est effectivement le point le plus important. Super, c'est une très bonne conclusion à cet échange. Merci beaucoup Hélène, Xavier, Tanguy d'avoir participé à ce webinaire. Merci J'espère que d'y avoir ça a invité. appris et merci beaucoup aux participants qui ont assisté. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses sur les enjeux du marché affinitaire pour 2023. Et voilà, on espère vous revoir très bientôt pour discuter davantage encore sur ces sujets. Il y aura peut-être un replay, Martin, je crois. Bien sûr, merci Tanguy. Bien sûr, il y aura un Et replay qui donc sera là, disponible. Voilà. Un lien vous sera envoyé à tous les participants. Et oui, tout à fait. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter directement également. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. C'est toujours avec plaisir qu'on souhaite échanger sur ces sujets. Absolument. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.